Une mère pardonne toujours, mais une femme qui n'a plus rien à perdre n'est plus une mère. Elle est un créancier. La lumière dans le salon est d'un blanc chirurgical. Elle tombe sur les mains de Claire, des mains qui ne tremblent pas, contrairement à ce que prétend le rapport médical posé sur la table en acajou. Le dossier est bleu. Une couleur apaisante pour une trahison brutale. Sa fille, Élise, est assise en face d'elle. Élise ne regarde pas sa mère. Elle regarde la poussière qui danse dans un rayon de soleil, là-bas, près du grand buffet en chêne que Claire a poli chaque dimanche pendant 30 ans. Élise porte une montre connectée qui émet un petit bip régulier. Un rappel pour ses vitamines, ou peut-être pour le rendez-vous chez le notaire. Le bruit du bip est le seul lien avec le monde extérieur. Dans la maison, tout est immobile. La caméra s'est posée là, sur le trépied invisible du destin, fixant ce face-à-face sans mouvement. Claire observe le visage de sa fille. Elle remarque la petite ride d'impatience entre ses sourcils. Élise pense à l'argent. Elle pense à la vente de cette maison. Elle pense à la résidence de soins, les Glycines, un endroit où les murs sentent l'eau de Javel et l'oubli, là où elle veut placer Claire dès lundi. Claire sent l'odeur du café froid qui stagne dans sa tasse, une odeur acide, métallique. Elle pense à la sensation du stylo entre les doigts d'Élise lorsqu'elle a imité sa signature sur les formulaires d'admission. Un mouvement fluide, un mensonge parfait. L'air dans la pièce est lourd. On entend le craquement du parquet sous le poids des meubles, ce vieux bois qui semble gémir devant l'injustice. Claire ne dit rien. Elle regarde les lèvres d'Élise bouger. Élise explique que c'est pour son bien, que la mémoire s'en va, que la sécurité est une priorité. Des mots vides, des mots de plastique. Claire se demande si Élise se souvient de la sensation de ses mains sur son front quand elle avait de la fièvre il y a 20 ans. Probablement pas. Pour Élise, Claire n'est plus une personne. Elle est un actif financier bloqué par une signature. Claire laisse son regard dériver vers le jardin. Les arbres sont nus, des squelettes noirs contre un ciel gris de plomb. Elle sait quelque chose qu'Élise ignore. Dans le tiroir secret du secrétaire, sous une pile de vieilles recettes de cuisine, se trouve le véritable testament. Un document rédigé il y a 3 mois, quand Claire a commencé à soupçonner les murmures de sa fille dans le couloir. Elle y a inséré une clause de démence. Si Claire est déclarée mentalement inapte par un tribunal à la demande d'un héritier, la totalité de sa fortune, les comptes en Suisse, les actions, les propriétés, ne revient pas à cet héritier. Tout est automatiquement transféré à une fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, ne laissant à l'instigateur que les dettes de la succession et les frais de justice. Élise se lève, elle range le dossier bleu dans son sac en cuir de luxe. Un sac payé avec l'argent de l'anniversaire de Claire l'année dernière. « Tu devrais te reposer, maman. Demain sera une longue journée. On doit voir le docteur Marshall pour les derniers tests. » Claire hoche la tête, un mouvement lent, mécanique. Elle regarde sa fille sortir de la pièce. Le bruit des talons d'Élise sur le marbre du vestibule résonne comme des clous que l'on enfonce dans un cercueil. Claire reste assise. Elle fixe la chaise vide. Elle imagine déjà le visage d'Élise quand le notaire lira la clause. Ce ne sera pas de la tristesse. Ce sera la terreur pure de celui qui tombe dans un puits qu'il a lui-même creusé. Elle se lève enfin. Ses articulations craquent légèrement. Elle se dirige vers la cuisine pour jeter le café froid. Le silence revient, plus épais qu'avant. Elle passe devant le miroir de l'entrée. Elle ne se reconnaît pas vraiment. Elle voit une femme qui a cessé d'aimer pour commencer à calculer. C'est un froid polaire qui s'installe dans ses veines, un froid nécessaire. Elle pense aux chiffres, 6 millions d'euros, le prix de sa liberté, le prix de la chute d'Élise. Claire monte l'escalier, une marche après l'autre. Elle compte les pas, 1, 2, 3. À chaque pas, elle efface un souvenir d'Élise. Sa première dent, son premier jour d'école, son mariage coûteux que Claire a financé en vendant ses bijoux de famille. Tout s'évapore, il ne reste que le plan. La caméra reste en bas, filmant l'escalier vide. Le silence est total. Seul le tic-tac de la vieille horloge dans le salon continue de marquer le décompte de la ruine qui approche. La première étape du mécanisme de vengeance est enclenchée. La trappe est ouverte. Élise vient de poser le pied dessus avec un sourire de satisfaction. Claire ferme la porte de sa chambre. Le verrou clique, un son sec, définitif. La nuit tombe sur la maison, une obscurité qui ne cache rien, mais qui prépare tout. Le piège est si parfait qu'il ressemble à un acte de charité. C'est là que réside la beauté du chaos à venir. Élise pense qu'elle enferme sa mère. Elle ne réalise pas qu'elle vient de construire sa propre prison, et que Claire tient déjà les clés de la cellule. Le dossier médical est une arme à double tranchant, et Claire s'apprête à retourner la lame. Elle ferme les yeux. Elle ne dort pas. Elle attend.
Elle attend le moment où le silence deviendra insupportable pour ceux qui ont voulu la faire taire. Le couloir de la clinique du docteur Marshall est un tunnel de linoléum gris pâle qui semble absorber tous les sons, sauf le frottement rythmique des semelles, en caoutchouc sur le sol. Claire marche lentement. Elle sent l'odeur caractéristique des lieux, un mélange de désinfectants bon marché, de poussière brûlée par les radiateurs électriques, et cette note sucrée, presque écœurante, de fleurs fanées oubliées dans un vase à l'accueil. La lumière des néons vacille au-dessus de sa tête avec un grésillement électrique à peine audible, une fréquence qui irrite les nerfs. Élise marche à ses côtés, elle tient le bras de Claire avec une fermeté qui ne ressemble pas à de l'affection, mais à une contention. Ses doigts serrent le tissu du manteau en laine de Claire, laissant des marques invisibles. La caméra est statique, placée au bout du couloir, capturant leur progression lente, comme deux figures de cire avançant vers une sentence inévitable. Dans la salle d'attente, le silence est une matière solide. Il y a une pile de magazines datant de 3 ans, dont les coins sont écornés par l'ennui de centaines de patients. Claire fixe une tache d'humidité au plafond. Elle a la forme d'un continent oublié. Elle se demande combien de temps il faudra pour que cette tache s'étende et dévore tout le plâtre. Élise consulte son téléphone portable. Le reflet de l'écran bleuté rend ses traits encore plus durs, plus anguleux. Elle ne dit rien. Elle n'a plus besoin de parler. Le plan est déjà en mouvement. Elle a rendez-vous avec le docteur Marshall, un homme dont les dettes de jeu sont aussi vastes que son manque d'éthique. Claire le sait. Elle a découvert les relevés bancaires secrets de sa fille et les transferts d'argent suspects vers un compte offshore appartenant à la société de gestion du docteur. « Maman, reste tranquille ici. Je vais parler au médecin d'abord pour préparer le terrain, » dit Élise d'une voix monocorde, sans une once de chaleur. Elle se lève et disparaît derrière la lourde porte en bois sombre. Le bois craque à la fermeture. Un son sec, comme un os qui se brise. Claire reste seule. Elle sent le froid du siège en plastique bleu contre ses cuisses. Elle ferme les yeux et respire l'air vicié. Elle commence à compter les secondes dans sa tête. 1, 2, 3. Elle imagine la scène à l'intérieur. Élise sortant de son sac le faux journal intime qu'elle a méticuleusement rédigé, imitant l'écriture de sa mère pour prouver ses épisodes psychotiques. Elle imagine les hochements de tête complices du docteur, le stylo qui court sur le papier pour signer l'attestation de démence précoce. C'est un travail d'orfèvre, une destruction méthodique de l'identité d'une femme pour quelques millions d'euros. Le parquet sous les pieds de Claire émet un gémissement sourd quand elle change de position. Elle regarde ses propres mains. Elles sont sèches, ridées, mais elles sont l'outil de sa propre survie. Elle pense à la clause. Elle pense au fait que chaque mot que le docteur écrit dans son rapport médical est une pierre supplémentaire sur le tombeau financier de sa fille. Plus le diagnostic sera sévère, plus la clause de son testament sera irréfutable devant le tribunal de grande instance. C'est une symphonie de l'autodestruction qu'Élise compose sans le savoir. Claire se sent étrangement calme. C'est le calme de l'œil du cyclone. Elle n'éprouve plus de colère. La colère est une émotion trop vive, trop humaine. Elle a été devenue une observatrice de sa propre tragédie, une chroniqueuse du désastre. 10 minutes passent. Le tic-tac d'une horloge murale en plastique blanc bat la mesure du temps perdu. L'aiguille des secondes avance par saccades. Claire se concentre sur ce bruit. C'est le rythme du piège qui se referme. Elle entend des murmures derrière la porte. Des voix étouffées, basses, conspiratrices. Puis le rire d'Élise. Un rire bref, nerveux, aussitôt réprimé. C'est le rire de la victoire prématurée. La porte s'ouvre à nouveau. Élise ressort, le visage lissé par une satisfaction mal dissimulée. Elle tient à la main une enveloppe scellée, l'acte de décès social de Claire. « C'est fait, maman. Le docteur confirme que tu as besoin d'un cadre plus adapté. Il a signé les papiers pour la mise sous tutelle immédiate. C'est pour ton bien, tu comprends ? On va vendre la maison pour payer les meilleurs soins possibles. » Claire regarde l'enveloppe. Elle sent l'odeur du papier neuf, du tonnet d'imprimante encore chaud. C'est l'odeur du traître. Elle ne répond pas. Elle se lève péniblement, simulant une faiblesse qu'elle ne ressent pas tout à fait. Elle laisse sa fille la guider vers la sortie. Le trajet en voiture se fait dans un silence de plomb. Le moteur de la berline ronronne de manière monotone sur le bitume mouillé. Dehors, le paysage défile comme un vieux film en noir et blanc. Des arbres dépouillés, des façades de maisons closes, des réverbères qui s'allument prématurément dans l'obscurité de l'après-midi. Arrivée à la maison, Élise commence déjà à coller des petites étiquettes de couleurs sur les meubles. Vert pour « à vendre », rouge pour « à jeter ». Elle marque le buffet en chêne, elle marque le piano. Elle marque même le fauteuil où Claire s'assoit chaque soir. C'est une invasion silencieuse, une colonisation de l'espace vital. Claire monte dans sa chambre.
Elle s'assoit sur le bord de son lit. Elle écoute le bruit du ruban adhésif qu'Élise déroule au rez-de-chaussée. Un déchirement strident qui résonne dans toute la cage d'escalier. Elle regarde ses valises déjà prêtes dans le coin de la pièce. Élise les a faites ce matin sans lui demander son avis. Des vêtements jetés en vrac, des photos de famille laissées derrière, comme des débris sans valeur. La nuit s'installe. Le froid s'infiltre par les jointures des fenêtres mal isolées. Claire entend le vent siffler dans les conduits d'aération, une plainte continue qui ressemble à une voix humaine. Elle pense à la suite. Demain, l'avocat d'Élise déposera la requête au tribunal. Demain, l'engrenage juridique s'accélérera. Elle se lève et va vers le bureau. Elle touche le bois froid du secrétaire. Elle sait que, sous ses doigts, le testament attend son heure. Elle se demande si Élise aura au moins un moment de remords avant la fin. Probablement pas. L'avidité est un anesthésiant puissant. Le silence revient dans la maison après le départ d'Élise, qui est allée fêter sa réussite avec son mari au restaurant. Claire reste seule dans l'obscurité. Elle n'allume pas la lumière. Elle n'a pas besoin de voir. Elle connaît chaque centimètre carré de cette demeure qu'elle s'apprête à perdre pour mieux la détruire. Elle pense à la sensation du papier dans les mains du notaire lors de la lecture finale. Elle imagine le bruit du silence qui suivra la lecture de la clause. Ce sera le plus beau moment de sa vie. Un moment de pure vérité. Elle s'allonge sur son lit, tout habillée. Elle regarde le plafond. La caméra est maintenant placée au-dessus d'elle, immobile, montrant une femme qui attend que le monde qu'elle a construit s'écroule sur ceux qui ont essayé de le voler. Le décompte continue. Les pièces venues sur l'échiquier sont en place. Le premier coup a été porté par la fille, mais le dernier sera porté par la mère, avec la précision chirurgicale d'une justice froide et impersonnelle. Le salon de Claire est désormais un champ de bataille silencieux. Des cartons de déménagement en carton brun s'empilent le long des murs, dégageant une odeur de poussière sèche et de colle industrielle. Élise circule entre eux avec un carnet de notes à la main. Elle ne regarde plus sa mère. Pour elle, Claire est déjà une ombre, un meuble encombrant que l'on s'apprête à déplacer dans un garde-meuble médicalisé. La caméra est fixée sur le trépied du buffet, capturant le mouvement incessant d'Élise, une silhouette nerveuse dans un cadre figé. On entend le bruit sec du ruban adhésif que l'on déchire. Un cri de plastique qui déchire le silence de l'après-midi. Claire est assise dans son fauteuil habituel. Elle tient entre ses mains une tasse de thé à la menthe. La vapeur monte en volutes grises, portant l'odeur âcre des herbes sèches. Elle observe les mains d'Élise, des mains impatientes, des mains qui ont déjà commencé à vider le coffre-fort mural caché derrière le tableau de famille. Élise a trouvé les bijoux. Elle a trouvé les titres de propriété. Elle sourit en vérifiant les chiffres sur son ordinateur portable posé sur la table de la salle à manger. Le ventilateur de l'ordinateur émet un sifflement constant, un bruit de fond monotone qui semble rythmer la spoliation. Mais ce qu'Élise ne remarque pas, c'est le petit voyant rouge qui clignote sur son écran. Un message d'erreur de la banque. Un compte bloqué pour vérification de conformité successorale. Claire a activé ce levier 2 jours plus tôt en envoyant une lettre recommandée anonyme signalant une potentielle fraude sur ses propres comptes. Un mouvement de pion sur l'échiquier. Simple, efficace. Maman, la maison de repos a appelé. Ils attendent le premier virement pour réserver ta suite. Pourquoi ta banque rejette-t-elle l'accès à ton compte joint ? Demande Élise sans lever les yeux, sa voix trahissant une première note d'irritation. Claire ne répond pas immédiatement. Elle prend une gorgée de thé. Elle sent le liquide chaud descendre dans sa gorge. Elle regarde le parquet. Elle remarque une petite rayure sur le bois, là où Élise a traîné une malle trop lourde. Une blessure sur la maison. « Je ne sais pas, Élise. Ma mémoire fait défaut, tu le dis toi-même. Peut-être que l'argent s'en va aussi, finit-elle par dire d'un ton monocorde, presque absent. Le silence retombe. Un silence lourd, poisseux. Élise tape furieusement sur son clavier. Le cliquetis des touches ressemble à une fusillade miniature. Elle appelle son mari, Marc. On entend la voix de Marc sortir du haut-parleur. Une voix grasse, assurée, celle d'un homme qui compte déjà ses futures commissions. Il parle de l'acheteur potentiel, un promoteur immobilier qui veut raser la maison pour construire des appartements de luxe. Il parle de l'obstacle administratif. Il dit que c'est une formalité. Il ne sait pas que la formalité est un mur de béton. Dehors, la pluie commence à tomber. De grosses gouttes lourdes qui s'écrasent contre les vitres avec un bruit sourd, répétitif. Claire regarde l'eau couler le long du verre. Elle pense à la clause. Elle a fait en sorte que chaque démarche entreprise par Élise pour prouver son incapacité mentale verrouille un peu plus les coffres. C'est le paradoxe parfait.
Plus Élise apporte de preuves médicales au juge pour obtenir la tutelle totale, plus les banques, alertées par le signalement de risque de captation d'héritage, gèlent les avoirs pour protéger la victime présumée. Élise est en train de s'enfermer elle-même dans un labyrinthe de formulaires et d'audits financiers. Le soir tombe sur la maison. Les ombres s'allongent sur le tapis persan. L'odeur de la cire froide des bougies éteintes se mélange à celle de la pluie. Claire se lève, elle marche vers la fenêtre. Ses pas ne font aucun bruit sur le tapis, mais le plancher craque sous son poids près de la bibliothèque. Un son familier, un avertissement. Elle voit le reflet d'Élise dans la vitre. Sa fille se ronge les ongles, les yeux fixés sur ses relevés de compte. Elle commence à réaliser que l'argent n'est pas aussi accessible qu'elle le pensait. Elle a déjà engagé des frais, la compte pour sa nouvelle voiture, les billets pour les vacances aux Maldives, les honoraires du docteur Marshall. Des dettes qui commencent à s'accumuler sur un socle de sable mouvant. Claire sent une satisfaction glacée l'envahir. Ce n'est pas de la joie, c'est le sentiment du travail bien fait. Elle retourne vers son secrétaire, elle touche le bois. Le testament est toujours là, invisible et dévastateur. Elle imagine le moment où Marc et Élise devront expliquer au promoteur immobilier pourquoi le titre de propriété est frappé d'une interdiction de vente conservatoire. Elle imagine le visage du docteur Marshall quand il comprendra que le virement promis n'arrivera jamais, bloqué par une enquête interne de la banque sur les mouvements de fonds inhabituels liés à une personne vulnérable. « Maman, tu m'écoutes ? On doit aller signer les papiers chez le notaire demain à la première heure. Marc dit qu'on doit accélérer. Il y a un problème avec le fonds fiduciaire, crie Élise depuis l'autre pièce. Claire hoche la tête dans l'obscurité. Bien sûr, Élise, accélérons. Elle ferme les yeux, elle entend le vent s'engouffrer sous la porte d'entrée. Un sifflement long, monotone, comme une plainte. Elle se sent comme une araignée au centre de sa toile, sentant chaque vibration, chaque mouvement désespéré de sa proie. La caméra reste sur le visage de Claire, immobile, tandis que dans le fond, on voit Élise s'agiter, cherchant désespérément une solution à un problème qu'elle ne comprend pas encore. Le piège n'est plus seulement juridique, il devient psychologique. Le doute commence à s'immiscer dans l'esprit des prédateurs. Ils pensent avoir affaire à une vieille femme égarée. Ils ne réalisent goutte pas qu'ils sont face à un architecte de la ruine. La nuit est profonde, le froid gagne les pièces. Claire ne remet pas de bois dans la cheminée. Elle laisse le froid s'installer. C'est le froid de la vérité qui arrive. Elle attend demain. Elle attend le moment où le notaire ouvrira le premier dossier. Elle attend le premier craquement de l'édifice d'Élise. Le silence est désormais son allié le plus fidèle. Un silence qui précède l'effondrement total. Le bureau de Maître Valois est une pièce tapissée de cuir vert et d'un silence qui semble peser des tonnes. L'odeur du papier vieux de plusieurs décennies se mélange à celle d'un parfum d'intérieur à la lavande, trop entêtant, presque suspect. La caméra est posée sur le coin du bureau massif en acajou, capturant le profil rigide de Claire et l'agitation désordonnée d'Élise. On n'entend que le froissement des feuilles de papier et le tic-tac agressif d'une pendule à balancier. Un battement de cœur mécanique pour une tragédie administrative. Marc, le mari d'Élise, fait les 100 pas derrière elle. Ses chaussures de ville grincent sur le tapis d'Orient à chaque demi-tour. Un bruit de cuir qui souffre. Il transpire. Une fine pellicule de sueur brille sur son front sous la lumière crue du plafonnier. Il vient d'apprendre que la banque a officiellement gelé l'hypothèque sur leur propre appartement car ils l'avaient utilisée comme garantie pour un prêt relais comptant sur la vente rapide de la maison de Claire. Mais la vente est bloquée. « Il y a une anomalie, monsieur le gendre », dit Maître Valois d'une voix neutre en ajustant ses lunettes. Une note a été ajoutée au dossier de tutelle par le procureur de la République. Une alerte pour suspicion d'abus de faiblesse aggravée. Tant que l'enquête préliminaire n'est pas classée, aucun actif ne peut être liquidé. Ni la maison, ni les comptes, ni même les meubles déjà étiquetés. Le silence qui suit est tranchant comme un rasoir. Claire fixe un presse-papier en cristal sur le bureau. Elle regarde les reflets de la lumière à travers le verre. Elle se sent transparente, presque inexistante, exactement comme Élise l'a souhaité. Mais c'est cette transparence qui est son arme. Elle ne dit rien. Elle laisse le vide s'installer. « C'est absurde !» s'exclame Élise, sa voix montant d'une octave, brisant la monotonie de la pièce. « C'est moi qui ai lancé la procédure. C'est moi qui protège ma mère. Le docteur Marshall a signé le certificat. » « Précisément », répond le notaire sans ciller. Le docteur Marshall fait lui-même l'objet d'une enquête pour des irrégularités dans plusieurs dossiers de mise sous tutelle. Ses attestations sont suspendues. Par conséquent, la garde de Madame votre mère reste sous surveillance judiciaire. Et les frais s'accumulent. Claire observe le visage de sa fille. La peau d'Élise semble s'être affaissée. Ses yeux trahissent une panique sourde.
Elle pense aux traites de la voiture. Elle pense aux dettes de Marc. Elle pense au fait que pour prouver sa bonne foi, elle va devoir payer de sa poche les experts judiciaires qui viendront évaluer l'état de Claire. C'est le début de l'érosion. L'argent qu'ils n'ont pas commence à s'évaporer dans les rouages d'une machine qu'ils ont eux-mêmes graissée. De retour à la maison, l'ambiance a changé. L'odeur n'est plus celle de la victoire, mais celle de l'enfermement. La pluie bat toujours contre les vitres, un tambourinement infatigable qui semble vouloir percer le toit. Marc hurle au téléphone dans la cuisine. On entend le bruit d'un verre qui se brise sur le carrelage. Un son cristallin, définitif. Claire est assise dans l'obscurité du vestibule, sur une chaise qu'Élise n'a pas encore eu le temps de marquer d'une étiquette verte. Elle écoute les craquements de la maison. Elle a l'impression que les murs se rapprochent d'Élise et de Marc. Elle se souvient du moment où elle a rédigé la clause. Elle l'avait fait un soir de novembre, dans cette même obscurité, avec une clarté d'esprit qui l'avait elle-même surprise. Elle savait que l'avidité est une forme de cécité. Élise n'a jamais lu le testament en entier. Elle s'est arrêtée aux chiffres. Elle n'a pas lu les petits caractères, ceux qui lient le destin de l'héritier à la validité du certificat médical. En voulant déclarer sa mère folle pour obtenir son argent, Élise a activé la clause qui lui retire cet argent précisément parce qu'elle est déclarée folle. C'est un cercle parfait. Une boucle de Moebius de la ruine. Élise entre dans le vestibule. Elle ne voit pas sa mère tout de suite. Elle allume la lumière. Le néon grésille avant d'inonder la pièce d'une clarté violente. Elle sursaute en voyant Claire. « Qu'est-ce que tu fais là dans le noir ? Tu me fais peur, maman. Tu devrais être au lit. Tu ne te rends pas compte du mal que tu nous fais avec tes oublis et tes comptes bloqués. On est en train de tout perdre à cause de tes banquiers incompétents. » Claire lève les yeux vers elle. Son regard est vide, une surface lisse où rien ne peut accrocher. « Je suis désolée, Élise. Je ne me souviens plus de l'endroit où j'ai mis la clé du coffre de la banque, celle que tu cherches depuis ce matin. » Élise laisse échapper un gémissement de frustration. Elle ne sait pas que la clé est au fond du puits, dans le jardin sous 2 mètres d'eau glacée. Elle ne sait pas non plus que le contenu du coffre a déjà été transféré dans une banque à l'étranger, sous un nom de jeune fille que Claire n'a pas utilisé depuis 40 ans. La caméra reste braquée sur le visage de Claire alors qu'Élise quitte la pièce en claquant la porte. Le son se répercute dans toute la maison vide de vie, mais pleine de cartons. Claire sent le froid du sol remonter dans ses jambes. Elle pense à la suite. Les créanciers de Marc vont bientôt commencer à appeler. Le promoteur immobilier va annuler le contrat de vente à cause de l'incertitude juridique. Le château de cartes commence à trembler. Le silence revient, mais c'est un silence différent. C'est le silence d'une montre qui s'arrête. Claire se lève et se dirige vers la cuisine pour ramasser les débris du verre brisé par Marc. Elle prend son temps. Elle ramasse chaque petit éclat de verre avec une précision maniaque. Elle regarde le sang perler sur son doigt après une petite coupure. Elle ne ressent pas de douleur. Elle ressent la vie qui revient. Une vie faite de vengeance et de justice froide. Dans le salon, le téléphone sonne. C'est sans doute un autre huissier. Ou peut-être le docteur Marshall qui réclame son dû. Claire laisse sonner. Le bruit strident remplit l'espace, rebondit sur les murs, s'incruste dans les cartons. C'est la bande-son de l'heure d'échéance. Elle sourit presque, un mouvement imperceptible de ses lèvres dans la pénombre. Elle est le fantôme de cette maison, et les fantômes ne craignent pas les huissiers. Ils attendent juste que les vivants s'entretuent pour récupérer ce qui leur appartient. L'épisode se termine sur un plan fixe de l'entrée. La porte est fermée, verrouillée de l'intérieur. Dehors, le monde continue de tourner, mais ici, le temps s'est figé pour devenir une arme. Les enjeux ont changé. Il ne s'agit plus de savoir si Claire sera placée, mais de savoir combien de temps il faudra avant qu'Élise et Marc ne soient totalement broyés par la bureaucratie qu'ils ont eux-mêmes invoquée. La cuisine est plongée dans une pénombre grise, la même couleur que le ciel de novembre qui pèse sur le toit de la maison. L'odeur de la nourriture fraîche a disparu, remplacée par l'effluve fade des pâtes à l'eau et du marc de café froid. La caméra est immobile, posée sur le rebord de l'évier, filmant la table de la salle à manger où les documents judiciaires s'empilent comme les strates d'une décharge administrative. On entend le goutte à goutte incessant du robinet mal fermé. Un son métallique, régulier, insoutenable. Élise est assise, la tête entre les mains. Ses cheveux, autrefois impeccables, sont ternes et emmêlés. Elle ne porte plus sa montre connectée. Elle l'a vendue la semaine dernière pour payer l'acompte de l'expert judiciaire. Marc est debout près de la fenêtre, observant la rue. Il guette la voiture de l'huissier qui doit passer pour inventorier leurs biens personnels. Leur appartement en ville a déjà été saisi. Ils vivent ici, dans cette maison qu'ils méprisaient, comme des squatteurs dans le domaine d'une femme qu'ils ont tenté d'effacer. « Le notaire a appelé, » murmure Marc. Sa voix est brisée, sans timbre.
La clause de tonnerre. Il dit que si le diagnostic de démence est validé par le tribunal la semaine prochaine, nous ne toucherons pas un centime. Tout part à la fondation. Tout, Élise. Les actions, les assurances vie, ce terrain. On n'aura même pas de quoi payer les frais de justice pour nous défendre contre l'accusation d'abus de faiblesse. Élise ne lève pas les yeux. Elle fixe une miette de pain sur la nappe. Elle semble fascinée par sa forme. On a tout fait pour qu'elle soit déclarée folle, Marc. On a payé Marshall. On a menti au juge. Et maintenant, c'est ce mensonge qui nous tue. Si elle est saine d'esprit, on va en prison pour fraude. Si elle est restée folle, on finit à la rue. C'est un cercle. Un putain de cercle sans fin. Claire entre dans la pièce. Elle marche avec une lenteur calculée, ses chaussons glissant sur le carrelage avec un bruissement de papier de soie. Elle porte une vieille robe de chambre en velours bleu. Elle a l'air frêle, presque évanescente, mais son regard est d'une clarté de diamant. Elle se dirige vers la cuisinière et allume le gaz. Le déclic de l'allumeur piézoélectrique résonne dans le silence de la cuisine comme un coup de feu. Elle pose une bouilloire sur le feu. Le sifflement commence doucement, puis monte en puissance, envahissant l'espace sonore, étouffant les sanglots étouffés d'Élise. « Vous avez faim » demande Claire d'une voix monocorde, sans regarder ses enfants. Il reste un peu de soupe, la soupe de la charité. Marc se tourne vers elle, le visage déformé par une rage impuissante. Il veut crier, il veut la secouer, mais il sait que la moindre violence physique devant les caméras de surveillance que Claire a fait installer pour sa propre sécurité l'enverrait directement en détention provisoire. Il se rassoit lourdement. Le bois de la chaise craque. Tout dans cette maison semble vouloir se briser sous leur poids. « Pourquoi tu ne nous as rien dit, maman ? Pourquoi cette clause ? On est tes enfants, bordel !» hurle-t-il soudain, sa voix se brisant sur la fin. Claire se tourne lentement vers lui. Elle tient la bouilloire fumante. La vapeur cache son visage pendant un instant. « On récolte ce que l'on sème, Marc. Vous avez semé le doute sur ma raison. J'ai simplement récolté les conséquences juridiques de votre propre témoignage. Vous avez dit au juge que je n'étais plus capable de gérer mes biens. Le testament ne fait qu'exaucer votre souhait. Je ne les gère plus. Ils disparaissent. L'odeur du gaz brûlé et de la vapeur d'eau sature l'air. Claire se verse une tasse d'eau chaude. Rien d'autre. Juste de l'eau. Elle s'assoit en bout de table à la place du chef de famille. Elle observe le chaos devant elle. Les factures impayées, les mises en demeure, les lettres de menaces des créanciers. C'est le paysage de leur ruine. Elle pense au moment où elle a vu Marc fouiller dans ses tiroirs pour la première fois. Elle pense au mépris dans les yeux d'Élise quand elle lui parlait comme à une enfant attardée. Le souvenir est froid, net. Soudain, on frappe à la porte. Des coups lourds, officiels. Marc sursaute. Son visage devient livide. Il sait ce que cela signifie. C'est l'huissier. Ou peut-être la police pour l'interrogatoire sur le docteur Marshall, qui vient d'être placé en garde à vue. Élise commence à trembler de tout son corps. Ses dents claquent. Un bruit sec, animal. « N'ouvre pas, Marc, s'il te plaît. N'ouvre pas, supplie-t-elle dans un souffle. « Il faut ouvrir, Élise, dit Claire d'un ton paisible, en portant la tasse à ses lèvres. C'est le moment de vérité. Le diagnostic va être lu. Le destin va s'accomplir. La caméra reste fixée sur la porte d'entrée, vue depuis le couloir sombre. On voit les silhouettes de Marc et d'Élise, immobiles, pétrifiées par la peur. Dans le fond, Claire est assise, sereine, sirotant son eau chaude dans le silence absolu. Le monde extérieur frappe à nouveau. Plus fort cette fois. Les gonds de la porte vibrent. C'est le son du naufrage total. Ils ont voulu lui voler sa vie, ils ont fini par perdre la leur dans les méandres d'un papier qu'ils n'ont jamais pris le temps de comprendre. L'épisode se termine sur le bruit de la clé qui tourne dans la serrure. Non pas la clé de la liberté, mais celle qui verrouille définitivement leur avenir. L'obscurité gagne la cuisine, seule la lueur bleue de la flamme du gaz reste allumée, vacillante, comme l'espoir mourant de ceux qui ont cru pouvoir tricher avec le sang. La maison est redevenue un sanctuaire. Les cartons bruns ont disparu, emportés par les camions de saisie ou jetés comme les débris d'une tempête passée. L'odeur de la sueur de Marc et du parfum bon marché d'Élise s'est évaporée, remplacée par l'odeur neutre de la cire d'abeille et du vent frais qui entre par la fenêtre entr'ouverte. La caméra est placée dans le vestibule, imperturbable, filmant l'escalier vide et le sol de marbre qui brille d'un éclat froid. On n'entend que le balancier de l'horloge. Un battement lent. Un battement qui a survécu à la trahison. Élise est partie ce matin. Elle n'avait qu'une seule valise, celle que Claire lui avait préparée avec ses vieux vêtements d'étudiante, les seuls biens qui n'étaient même pas saisissables par les créanciers. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Son visage était un masque de cire grise, les yeux vides, fixant un point invisible derrière l'épaule de sa mère.
Elle a signé l'acte de renonciation à la succession devant le juge, une condition sine qua non pour éviter les poursuites pénales liées à la falsification des dossiers médicaux du docteur Marshall. Marc, lui, est déjà loin, cherchant un avocat commis d'office pour son procès en banqueroute frauduleuse. Ils ne sont plus des héritiers, ils sont des statistiques judiciaires. Claire est assise à son bureau. Elle tient un stylo plume en or, un objet lourd, solide. Elle signe un dernier document. Un virement. Pas à la fondation, pas encore. Un virement pour les frais de scolarité de son petit-fils, le fils d'Élise, qu'elle a fait placer en internat loin de la toxicité de ses parents. Elle protège la lignée en sautant une génération. C'est une justice sélective, une justice de fer. Le silence est une conversation que peu de gens savent tenir, murmure-t-elle pour elle-même. Sa voix est un souffle, à peine plus forte que le bruissement du papier. Elle se lève et marche vers la cuisine. Elle prépare un café. Le moulin grince de manière monotone. Les grains noirs se transforment en poussière fine. Elle observe le marc de café. C'est tout ce qu'il reste des ambitions de ses enfants. De la poussière noire et amère. Elle pense au docteur Marshall, qui attend son jugement dans une cellule de 10 mètres carrés. Elle pense à la clinique dont la licence a été révoquée. Elle a nettoyé son monde avec la précision d'un chirurgien éliminant une tumeur. Elle retourne dans le salon et s'assoit dans son fauteuil. Le soleil décline, jetant de longues ombres obliques sur le tapis. La lumière devient orange, puis violette, puis noire. Claire ne cherche pas à allumer la lumière. Elle apprécie l'obscurité. L'obscurité ne ment pas. Elle regarde la place vide où se trouvait le buffet en chêne qu'Élise voulait vendre. Il est toujours là. Elle a racheté ses propres meubles lors de la vente aux enchères publiques par l'intermédiaire d'une société écran. Tout est revenu à sa place. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Le silence dans la maison est désormais total. C'est un silence de cathédrale après la messe des morts. Claire ferme les yeux. Elle n'est plus la mère vulnérable. Elle n'est plus l'obstacle financier. Elle est la gardienne du temple. Elle se souvient de la sensation du vent sur son visage quand elle était enfant. Elle se sent à nouveau légère. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un parfum que l'on respire longtemps après que les invités sont partis. Elle pense au testament. La clause de démence reste active. Elle le sait. Le notaire le sait. Si jamais Élise tentait de revenir, si jamais elle essayait de feindre le remords pour gratter à la porte, le piège se refermerait à nouveau, plus violemment encore. Mais Claire sait qu'elle ne reviendra pas. La honte est une prison plus sûre que les barreaux d'acier. La caméra recule lentement, très lentement, sortant de la pièce, traversant le couloir, pour finir par cadrer la façade de la maison depuis le jardin. Les fenêtres sont sombres, la bâtisse semble endormie sous la lune d'argent. On dirait une maison ordinaire, dans une rue ordinaire. Personne ne peut soupçonner le carnage bureaucratique qui s'est déroulé derrière ces murs. La neige commence à tomber, de petits flocons blancs qui recouvrent les traces de pas dans l'allée, les traces d'Élise, les traces de Marc, elles s'effacent, la terre redevient vierge. Le générique de fin pourrait défiler sur ce plan fixe, une image de paix absolue achetée au prix de la destruction familiale. Claire est seule, mais elle est libre, et dans le silence de la nuit, le tic-tac de l'horloge continue de marquer le temps d'une femme qui a regagné son nom, son honneur et sa solitude. L'épilogue est écrit dans la neige. Le froid n'est plus une menace, c'est une protection. Le silence n'est plus une absence de bruit, c'est une présence de vérité. La chronique de la vengeance est close. Le dossier est classé. La mère a survécu à ses enfants.